La plupart d'entre nous avons appris à survivre en réagissant, pas en choisissant. On nous a appris à supporter le poids des circonstances, comme si endurer était équivalent à vivre. Mais il y a un coup caché dans cette résistance automatique. La fracture silencieuse du caractère, l'usure psychologique d'essayer de contrôler tout sauf ce qui compte vraiment. Le bien-être, bien qu'annoncé comme un prix, n'est pas un trophée que l'on atteint d'un coup, ni une promesse vide des livres de développement personnel. C'est une pratique quotidienne, une discipline mentale qui ne fait pas de concessions et exige une honnêteté brutale envers soi-même. Les anciens stoïciens n'ont pas écrit pour avoir l'air sage, mais parce qu'ils savaient ce qu'était la défaite, la perte et l'impuissance. Leur héritage n'est pas une recette magique, mais un entraînement. Maîtriser l'attitude, pas l'environnement. Répondre avec clarté, pas avec des impulsions. Aujourd'hui, au milieu du bruit et de la pression constante, il est facile de céder au chaos intérieur, de chercher des coupables, de se distraire avec des excuses. Ce qui est difficile, et ce qui fait la différence, c'est de s'arrêter, d'observer et de choisir avec rigueur mentale. Tu ne peux pas contrôler le monde, tu peux contrôler ton esprit. C'est la ligne qui sépare ceux qui répètent des schémas de ceux qui prennent le contrôle. Ici, nous ne parlons pas de perfection, ni de promesses vides, mais d'habitudes que l'on peut pratiquer. 10 mécanismes stoïciens pour construire une force intérieure et une tranquillité, non pas pour fuir la vie, mais pour l'affronter avec sérénité et courage. Si tu cherches le confort, ce n'est pas ton chemin. Si tu veux une vraie liberté, commence par entraîner ta réponse. Respire avant de réagir. La vérité est que la plupart des gens réagissent comme des automates à toute provocation, comme si la vie leur devait une explication immédiate ou une issue favorable à leurs attentes. Vous n'avez pas de patience, vous n'avez pas de contrôle, et chaque fois que vous réagissez à un mot, un regard ou un contretemps, vous montrez que vous n'êtes pas maître de vous-même. Croyez-vous vraiment que vous pouvez parler de liberté si vous êtes esclave de vos premières impulsions? L'impulsion immédiate, cette étincelle qui vous pousse à élever la voix, à envoyer le mauvais message ou à prendre une décision dont vous vous repentirez une demi-heure plus tard, est le mécanisme mental qui vous maintient piégé dans le même cycle de faiblesse et de regret. Les gens se justifient en disant que c'est comme ça que je suis, que je ne peux pas m'en empêcher, alors que la réalité est que vous vous êtes habitué à vivre sans frein interne, sans ralentir le poids de l'émotion avant de la déverser sur le monde. Respirer avant de réagir n'est pas un conseil mou, ni une technique d'auto-assistance bon marché. C'est le premier filtre pour ne pas être marionnette de vos émotions. La pause, ce moment de respiration, ne vous rend pas moins courageux ni moins authentique. Au contraire, c'est une coupure radicale avec la routine du désordre. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas ressentir de colère, de peur ou de frustration, mais d'avoir la force de soutenir ces sentiments, de les regarder en face et de décider s'il vaut la peine d'investir votre énergie en eux ou s'ils ne vont que fracturer davantage votre caractère. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer leurs émotions, mais à éviter que les émotions ne les contrôlent. C'est aussi simple que cela. Celui qui ne s'arrête pas se trahit lui-même. La maîtrise de soi commence à ce moment inconfortable où vous pouvez sentir votre pouls s'accélérer et, au lieu d'exploser, vous choisissez de respirer. Parce que si vous n'êtes pas capable de tenir quelques secondes entre le stimulus et la réponse, vous ne serez pas non plus capable de changer quoi que ce soit de profond dans votre vie. N'attendez pas de ressentir une calme automatique. Cela ne viendra pas. Au début, la pause est inconfortable, presque insupportable, car votre esprit exige une gratification instantanée, exige d'avoir raison et de déverser le poids de l'émotion sur le champ. Mais cet espace qui semble d'abord inutile, est exactement l'endroit où commence le véritable entraînement mental. Chaque fois que vous l'appliquez, même maladroitement, vous brisez des années de réaction automatique. Vous construisez, pas à pas, le muscle invisible de l'autocontrôle, le seul qui compte vraiment quand tout le reste s'effondre.
Personne ne va vous applaudir pour avoir respiré avant de répondre. Personne ne remarquera la bataille intérieure. Mais c'est là, dans cette seconde invisible, que se définit si vous êtes maître ou victime de vous-même. La plupart des gens n'essaient jamais parce qu'il est plus facile de se plaindre que de se contenir. Parce qu'il est plus confortable de blâmer le monde que d'admettre que la réaction était enfantine, précipitée, insuffisante. Vous n'êtes pas une exception. Si vous ne vous entraînez pas à la pause, vous continuerez à donner votre pouvoir à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle personne qui se mettra sur votre chemin. Il faut le dire clairement, celui qui ne respire pas, répète. Celui qui ne se retient pas, s'affaiblit. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de réagir, rappelez-vous ceci. Votre première réaction est presque toujours la moins digne de vous. Respirez. Gagnez le droit de choisir votre réponse, même si personne ne le voit, même si personne ne l'apprécie. Parce que ce n'est qu'alors que votre vie commence à cesser d'être une réaction en chaîne et devient une décision consciente. La force naît dans le silence entre le stimulus et la réponse. Ne la gaspillez pas. 2. Décide de ton approche chaque matin. Ton réveil sonne et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone. Sans y penser, tu es déjà en train de consulter des messages, des nouvelles, des notifications absurdes. Tout à coup, ton esprit appartient déjà aux autres, à l'urgence, à l'extérieur, à ce que tu n'as même pas choisi. Et tu n'es même pas encore sorti du lit. Ce n'est pas un hasard si la plupart de tes journées commencent chargées d'anxiété ou de fatigue mentale. Tu te lances dans le monde sans avoir décidé, ne serait-ce qu'une seconde, comment tu veux l'affronter. Le pilote automatique te traîne dès la première minute et ce qui se passe ensuite n'est qu'une réaction en chaîne. Tu penses que tu n'as pas le temps de choisir ton approche, mais la vérité est que tu te la voles à chaque fois que tu permets à l'extérieur de marquer ton ton intérieur. Le monde veut que tu réagisses, pas que tu décides. Il veut ton attention dispersée, ta volonté faible, ton esprit disponible pour n'importe quel stimulus. Si tu ne t'arrêtes pas, si tu ne te demandes pas quelle attitude tu vas cultiver aujourd'hui, tu deviens un reflet de ce qui se passe à l'extérieur et non de ce qui compte vraiment à l'intérieur. Il y a une habitude invisible, presque subversive, que les stoïciens défendaient, celle de commencer la journée en prenant une position intérieure, sans la laisser au hasard ni à la pression de l'environnement. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, avant de faire face à l'empire et aux difficultés quotidiennes, en se rappelant quel type de personne il voulait être et comment il réagirait face à l'ingratitude, à l'injustice, à la difficulté. Ce n'était pas de l'optimisme bon marché, ni de la magie de la pensée positive. C'était une déclaration d'intention contre le chaos. Cela signifie s'arrêter avant que le bruit extérieur ne t'atteigne et te demander, avec une brutalité honnête, d'où vas-tu vivre cette journée? Il ne s'agit pas de prédire ce qui va se passer, ni d'éviter le stress, mais de choisir, en toute conscience, le filtre à travers lequel tu vas regarder ce qui se produit. La différence entre une journée gâchée et une journée vécue se trouve dans ces 30 secondes de clarté avant que tout commence. L'esprit humain, par défaut, recherche le confort et la familiarité. Il te maintient dans les mêmes schémas de préoccupation, dans les mêmes plaintes, dans la même sensation que tout te dépasse. Le travail du matin n'est pas de te motiver artificiellement ni de te remplir de phrases vides. C'est de regarder de front les défis, la fatigue, l'incertitude et de décider si tu vas laisser cela te conditionner ou si tu vas exercer le droit inconfortable de choisir ta perspective. Personne ne peut le faire à ta place. Tu n'as pas besoin de rituels complexes, ni d'une heure de méditation, ni d'une liste interminable d'objectifs. Tu as besoin de la conviction, même silencieuse, que ton état mental n'est pas à vendre chaque fois qu'un nouveau jour se lève. Ce que tu décides au réveil devient la racine de toutes tes réponses. Ce que tu ne décides pas finit par être décidé par l'inertie de tes émotions et par la pression de l'environnement. L'approche matinale est un investissement minimal qui rapporte des dividendes toute la journée.
Il y a des jours où la lassitude pèse 3 fois plus et tu ne veux rien choisir. C'est justement là que se forge la fermeté intérieure. Il ne s'agit pas d'éliminer la difficulté, mais de la regarder sans fioriture et de décider comment tu vas te comporter indépendamment d'elle. Le monde peut te donner des raisons de ressentiment ou d'apathie, mais tu peux te donner des raisons de clarté et de dignité. C'est ainsi que commence le véritable changement. Non pas quand la vie s'améliore, mais quand tu améliores la façon dont tu l'affrontes. Ce n'est pas de l'auto-assistance, c'est de l'auto-affirmation. Décide de ton approche avant que le monde ne décide pour toi. L'attitude ne s'improvise pas, elle s'entraîne à l'aube. Le jour où tu choisis comment tu vas regarder la vie est le jour où tu reprends le contrôle que tu avais offert. 3. Sois maître de ton attention. Je te l'avoue sans détour, la majeure partie de ma vie, j'ai eu l'impression que mon attention ne m'appartenait pas. C'est inconfortable de le reconnaître, mais la réalité est brutale. Il suffit d'observer comment, minute après minute, l'esprit s'immisce dans des conversations inutiles, ressasse des griefs passés, s'obsède sur des détails sans importance ou se perd dans des distractions qui n'apportent rien. Ce n'est pas seulement le bombardement de notifications ou les réseaux sociaux, c'est cette tendance presque addictive à abandonner l'important pour l'immédiat, l'essentiel pour le superficiel. L'attention, qui devrait être ton outil le plus précieux, finit par devenir un terrain de manipulation et de gaspillage. Ce n'est pas un hasard. Le monde moderne a transformé la dispersion en norme et la concentration en rareté. Mais la racine est plus profonde. Ce n'est pas seulement que l'environnement te vole ton attention, c'est que tu l'abandonnes toi-même sans trop lutter. Il existe un mécanisme mental qui s'active chaque fois que tu choisis de t'anesthésier avec des stimuli faciles, chaque fois que tu remets à plus tard une tâche inconfortable ou que tu permets à d'autres de définir tes priorités. Le résultat est une dette silencieuse. Tu perds la capacité de diriger ta vie parce que tu n'entraînes pas la discipline de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Si tu analyses tes journées avec honnêteté, tu verras des schémas clairs. L'attention ne se disperse pas sans raison. Elle se disperse parce qu'il est douloureux de soutenir l'inconfort, parce qu'il est difficile de regarder en face ce qui exige un effort soutenu. Il est plus simple de sauter d'une distraction à une autre que de faire face au travail réel, à la conversation en attente, au silence inconfortable qui oblige à penser. Le problème est cumulatif. Chaque fois que tu renonces à décider sur quoi te concentrer, tu renforces cette fracture interne qui te rend de moins en moins capable de soutenir un but propre. L'environnement le sait et en profite, mais la première défaillance est personnelle. Le contrôle de ton attention n'est pas un luxe ni un truc de productivité, c'est la base de tout changement profond. À ce à quoi tu prêtes attention, tu donnes du pouvoir. Si ton attention est fragmentée, ta vie le sera aussi. Voici le filtre qui déforme ton expérience. Tu laisses l'extérieur dicter ton état intérieur et ensuite tu te demandes pourquoi tu n'as pas de paix ou de volonté. Les stoïciens l'ont compris bien avant l'ère de l'addiction numérique. Épictète disait que n'est pas esclave seulement celui qui obéit à un maître, mais celui qui ne peut gouverner ses propres pensées. L'esprit indiscipliné est un terreau fertile pour l'anxiété, pour la plainte, pour la dépendance aux stimuli extérieurs. Tu ne peux pas parler de liberté si ton attention est enlevée toutes les demi-heures par n'importe quoi qui se passe en dehors de toi. C'est ici que l'habitude stoïque devient radicalement pratique. Il s'agit d'établir de petites murailles internes, décider avec clarté et fermeté où tu vas mettre ton focus et le protéger comme s'il s'agissait de ta seule richesse personnelle. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les distractions car c'est impossible, mais de choisir consciemment quand et comment tu t'exposes à elles. C'est inconfortable au début parce qu'il semble que tu te perds quelque chose, mais ce que tu perds vraiment, c'est ta propre vie lorsque tu ne choisis pas dans quoi tu t'immerges. Fais l'essai, identifie pendant 1 heure quelle chose te distrait et questionne pourquoi tu leur laisses entrer. Tu verras que la plupart sont des habitudes automatiques, des routines mentales que tu ne remets jamais en question.
Changer cela exige une décision inconfortable, presque douloureuse. Dire non à la satisfaction instantanée pour construire une attention plus forte. C'est ça la véritable autodiscipline. Soutenir l'inconfort de choisir le focus lorsque tout conspira pour te disperser. Un esprit dispersé est une vie en pilote automatique. Un esprit concentré est une vie délibérée. Tu peux choisir à quoi tu penses, mais tu peux aussi refuser de donner ton attention pour rien. Le contrôle de l'attention est l'entraînement invisible du caractère. Si tu ne la diriges pas, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Personne ne peut te voler ce que tu ne donnes pas. 4. Libère-toi du résultat. Une main serre le dé avant de le lancer, les articulations tendues, la respiration retenue. Pendant un instant, tout le corps se prépare à l'issue. La rotation, le bruit sec contre la table, la chute finale du sort. Mais dès que le dé roule, dès qu'il quitte les doigts, le contrôle disparaît. Ce qui se passe ensuite n'est plus entre tes mains, même si toute ta tension veut s'accrocher au résultat. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsqu'il s'obsède avec ce qu'il ne peut pas garantir. Tu presses, tu forces, tu t'épuises, comme si presser plus fort pouvait influencer ce qui est hors de ta portée. La vie est pleine de ces dés lancés. Une conversation que tu as préparée, un projet dans lequel tu as mis ton âme, une relation dans laquelle tu as investi des années. Tu fais ce que tu peux, tu donnes le meilleur de toi-même, mais au fond, tu veux une garantie que cela se passera comme tu l'espères. Tu vis enchaîné à l'issue, et cette chaîne est invisible, mais elle pèse. Elle pèse dans la mâchoire serrée, dans les épaules chargées, dans l'anxiété qui t'accompagne comme une dette qui ne se paie jamais. L'habitude stoïque de se libérer du résultat n'est pas de la résignation, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée dans son état pur. Il s'agit d'entraîner le muscle de lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi, avec la même discipline que celle avec laquelle tu choisis les pensées que tu vas nourrir. Regarde tes mains après avoir fait ce qu'il fallait. Si tu continues à t'accrocher au résultat, tu perds de l'énergie et de la paix mentale. Si tu lâches prise, tu retrouves un espace intérieur que personne ne peut te ravir. Observe-toi lorsque tu termines une tâche. Est-ce que tu continues à passer en revue chaque possible échec, chaque réaction des autres, chaque futur hypothétique? C'est vivre hypothéqué au résultat. Et chaque jour que tu le fais, tu remets ta sérénité à des variables que tu ne pourras jamais contrôler totalement. Il ne s'agit pas de cesser de t'efforcer, ni de revenir au cynisme de « je me fiche de tout ». Il s'agit d'une maturité brutale. Tu agis, tu t'investis, mais tu te détaches du désir que le monde te rende exactement ce que tu attends. Les stoïciens appelaient cela ataraxie, l'imperturbabilité face à l'incertain. Tu la ressens quand, après avoir fait ce qu'il fallait, tu peux cesser de ruminer, cesser de vérifier ton téléphone, cesser de regarder du coin de l'œil la réaction des autres. C'est ce moment où, même si l'issue n'est pas parfaite, tu choisis de ne pas te punir, ni de te célébrer excessivement. Parce que ni les éloges, ni l'échec ne te définissent vraiment. Seulement ce que tu as fait avec ce qui dépendait de toi. Le reste, ce sont des dés dans les airs. L'entraînement commence dans le petit. Tu remets un rapport, tu passes un appel difficile, tu donnes un avis sincère. Ta tâche n'est pas de garantir la réponse, mais d'être impeccable dans ton action. Chaque fois que tu lâches l'obsession du résultat, tu deviens un peu plus libre. C'est une habitude inconfortable parce que l'esprit veut contrôler chaque détail. Il veut de la certitude. Il veut une récompense immédiate pour ne pas se sentir vulnérable. Mais la liberté intérieure naît là, dans le renoncement volontaire à l'illusion de contrôle. Tu peux te briser de l'intérieur chaque fois que le monde ne suit pas ton scénario, ou tu peux apprendre à lâcher le scénario et à répondre avec dignité, sans te perdre dans la frustration. Tu n'es pas tes succès ni tes échecs, tu es la qualité de ce que tu donnes. Le reste n'est pas ta propriété, même si cela fait mal. Personne ne peut vivre en paix tant qu'il est dépendant des applaudissements ou du rejet. Seul celui qui lâche le résultat peut vraiment se reposer. Fais ce qu'il faut, lâche le reste. Le poids de ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton énergie. La liberté se ressent légère.
5. Remercie avec les pieds sur terre. Tu ne mérites rien simplement parce que tu existes. C'est la vérité que personne ne veut entendre et que presque tout le monde esquive avec des discours d'auto-indulgence et de gratitude creuse. On t'a vendu le mensonge selon lequel remercier consiste à répéter des phrases positives ou à te forcer à te sentir bien pour tout ce que tu as, comme si cela suffisait à changer ta réalité. Mais la gratitude n'est pas une anesthésie émotionnelle, ni une technique bon marché pour masquer tes frustrations. C'est de la lucidité, pas du réconfort. Remercier avec les pieds sur terre signifie regarder le solde réel de ta vie, reconnaître ce qui est sans l'embellir, et accepter aussi ce qui fait mal, ce qui manque, et ce qui ne se réparera pas simplement parce que tu le désires. Ne confonds pas gratitude avec conformisme, ni avec abandon. Ce qui importe, c'est que tu n'utilises pas la gratitude comme excuse pour éviter de prendre en charge ce que tu peux réellement transformer. Beaucoup utilisent la gratitude comme un déguisement pour ne pas faire face à leur manque. Ils se disent « je dois être reconnaissant, il y a des gens qui vont pire », et avec cela, ils se résignent à la médiocrité, aux relations toxiques ou aux routines qui les épuisent. Ce n'est pas de la force, c'est de la lâcheté camouflée. La véritable gratitude exige une honnêteté brutale. Voir le bon sans nier le mauvais, apprécier ce que tu as sans fermer les yeux sur ce qu'il te reste à construire. Si tu remercies seulement pour te sentir mieux, tu te mens. Si tu remercies pour éviter l'effort et justifier le statu quo, ce que tu fais, c'est te fragiliser. La gratitude lucide est inconfortable car elle t'oblige à reconnaître que tout peut se perdre, que rien n'est garanti et que ce que tu as aujourd'hui est fragile, temporaire et souvent immérité. Tu n'as pas tout gagné. Tout ne t'a pas été donné par justice. Il est arrogant de supposer que tu mérites plus simplement parce que tu respires. La vie ne négocie pas avec tes attentes. Sénèque l'a dit clairement. Ce n'est pas heureux qui a le plus, mais qui a le moins besoin. Mais n'utilise pas cette phrase comme un bouclier pour ne pas aspirer à plus, mais comme un rappel de ce que tu contrôles réellement peu. La gratitude stoïque est un exercice de réalité, pas de fantaisie. Elle ne te demande pas de feindre la joie. Elle exige que tu vois ta vie telle qu'elle est, sans embellissement ni drame. Si aujourd'hui tu as la santé, la stabilité ou de l'affection, comprends que cela peut changer à tout moment. Ne t'accroche pas, ne réagis pas avec l'arrogance de croire que le monde te doit une continuité. La gratitude n'est pas passive, c'est la base pour agir avec plus de clarté, pas avec moins d'ambition. Remercier n'est pas se rendre, c'est se préparer à ce qui vient tout en tirant la valeur de ce que tu as aujourd'hui. Si tu te contentes de remercier automatiquement, sans réfléchir, tu es aussi irresponsable que celui qui ne fait que se plaindre. Ce sont deux façons de refuser de grandir. La véritable gratitude est une position active. Tu reconnais ce qui est et tu l'utilises comme point de départ, pas comme excuse pour rester immobile. Tu remercies le bon, tu l'acceptes, puis tu te lèves pour travailler sur ce qui manque. Tu ne dois pas à la vie une gratitude servile, tu te dois à toi-même l'obligation de ne pas gaspiller ce que tu as. C'est cela la dignité, c'est cela le courage. Arrête d'utiliser la gratitude comme un analgésique. Utilise-la comme un diagnostic. Fais le bilan sans craindre l'inconfort. Ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Ce que tu ressens aujourd'hui, tu peux le transformer si tu cesses de te mentir. Personne ne va te reconnaître pour remercier en silence, mais c'est là que se forge la véritable force, en regardant ce que tu as et en décidant malgré tout d'aller chercher plus. Ne confonds pas la gratitude avec l'auto-illusion. Remercie, mais ne t'endors jamais. La gratitude lucide est le point de départ, pas la fin du chemin. 6. Fais des pauses pour retrouver la clarté. La vérité est que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez pour voir ce qui leur arrive vraiment. Ils vivent poussés par la hâte, par l'urgence de faire, de résoudre, d'être partout, convaincus que s'ils s'arrêtent ne serait-ce qu'une minute, ils perdent le contrôle ou prennent du retard.
Ce qu'ils ne voient pas, c'est que cette impulsion constante d'avancer, d'accumuler des heures d'activité et de répondre à chaque demande est exactement ce qui leur vole la clarté et le calme qu'ils recherchent tant. Il n'y a pas de force intérieure possible si tu ne te donnes jamais la permission de t'arrêter. Celui qui ne sait pas s'arrêter ne sait pas non plus voir. L'esprit saturé commence à déformer la réalité. Il exagère des problèmes mineurs, perd le sens de l'important, s'étouffe dans des détails sans poids. Sans pause, tu deviens la victime de ton propre désordre mental. Ce n'est pas que la vie soit trop difficile, c'est que tu la rends insupportable en te refusant le droit de respirer et de regarder de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'il y a des moments où tu continues à faire des choses juste parce que tu ne supportes pas le vide que laisse le silence. Il y a une peur silencieuse de te retrouver seul avec tes pensées, de faire face à ce que tu ressens vraiment lorsque l'exigence diminue et que le bruit s'estompe. Fuir le repos est une façon de fuir soi-même. Mais chaque fois que tu fuis la pause, l'esprit s'alourdit d'une dette invisible. Émotions non traitées, jugements que tu ne remets jamais en question, tensions qui s'accumulent jusqu'à intoxiquer ton caractère. Tu ne peux pas attendre la clarté si tu ne stoppes jamais le flux. La fatigue mentale est plus dangereuse que la fatigue physique, car elle ne se remarque pas jusqu'à ce que tu commences à mal réagir, à voir tout plus sombre, à perdre la perspective et la compassion. Tu n'es pas productif en supportant le rythme. Tu deviens juste plus maladroit et moins lucide chaque fois que tu insistes à ne pas t'arrêter. La pause consciente n'est ni oisiveté ni paresse. C'est un investissement délibéré dans ta propre stabilité. C'est arrêter la marche juste assez pour retrouver de la distance, pour observer le panorama sans la pression de l'urgence. Lorsque tu te donnes cette licence, même pour quelques minutes, le poids mental commence à se relâcher. Tu découvres que beaucoup de préoccupations n'étaient que des répétitions automatiques, que beaucoup de colère était une accumulation de fatigue, que la plupart de tes décisions hâtives sont dues à un manque d'espace entre un stimulus et ta réponse. La pause est le filtre le plus efficace pour les distorsions internes. C'est là qu'émerge l'une de ces vérités inconfortables. Celui qui ne s'arrête pas se trompe plus. Celui qui se permet de s'arrêter retrouve le contrôle et la perspective. C'est inconfortable au début parce que l'habitude de l'auto-exigence va te crier de continuer, qu'il y aura bien le temps de se reposer après. Mais le après n'arrive jamais, et ainsi passe la vie, sans clarté, sans pause, sans direction. Tu n'as pas besoin de vacances ni de retraite spirituelle pour retrouver la clarté. Il suffit de t'arrêter vraiment plusieurs fois par jour, même si ce n'est que 5 minutes. Ferme la porte, éteins les notifications, respire et observe comment est ton esprit. Demande-toi, sans anesthésie, est-ce que j'agis depuis la fatigue, depuis la réaction ou depuis la clarté? Rien que cette question, dans cet espace bref d'honnêteté, peut te redonner le pouvoir que tu offres chaque jour à la hâte et au chaos. Le muscle de la clarté se renforce dans les pauses. C'est là que la confusion se filtre et que l'on retrouve la force de mieux décider. La pause n'est pas une faiblesse, la pause est une stratégie. Celui qui ne s'arrête pas se perd lui-même. Fais des pauses, retrouve la clarté. Ne continue pas à avancer aveuglément dans une vie que tu n'as pas décidé de vivre. 7. Réfléchis avant de dormir. Tu éteins la lumière et le silence te frappe avec tout le poids de la journée. Il ne s'écoule même pas 3 minutes que l'esprit commence à repasser des scènes, des gestes, des mots mal dits ou non dits, des décisions que tu n'as pas encore closes. Malgré la fatigue, les images reviennent, la discussion où tu as perdu le contrôle, le message que tu as évité de répondre, la petite trahison de tes propres principes par confort ou peur. Tu n'as pas besoin d'inventer de grands drames pour savoir qu'à la fin de la journée, l'esprit se repose rarement en paix. La plupart se rend simplement au sommeil en repoussant les pensées inconfortables à demain,
comme si l'oreiller suffisait à réinitialiser la conscience. Mais la dette s'accumule. Chaque nuit où tu dors sans passer en revue ta journée, tu renforces le cycle d'inconscience et répètes les mêmes erreurs le lendemain. La réflexion nocturne n'est pas un acte mou ni une auto-assistance déguisée en spiritualité. C'est un mécanisme stratégique pour briser la chaîne de la réaction automatique. Si tu ne te demandes pas, avec une brutalité honnête, ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait et ce que tu aurais pu faire mieux, tu te condamnes à répéter le même scénario. Le stoïcisme l'a compris il y a des millénaires. Sénèque recommandait, chaque nuit, de passer en revue les actions de la journée, comme si tu étais ton propre juge et témoin. Pas pour te punir, mais pour entraîner le muscle de l'autocritique lucide, celui qui te permet d'ajuster le cap avant que les erreurs ne s'enchaînent et ne déforment ton caractère. Réfléchir avant de dormir est le filtre final. La question est simple. Oses-tu regarder en face et sans excuse ce que tu as fait aujourd'hui? Le mécanisme psychologique est aussi clair qu'inconfortable. Sans révision, l'esprit s'accommode, justifie, maquille et oublie rapidement ce qui fait mal. Mais si avant de dormir, tu prends 5 minutes pour t'interroger sans anesthésie, à quel moment as-tu cédé à l'impulsion? Quand as-tu choisi la paresse? À qui as-tu failli? De quoi peux-tu vraiment être fier? Tu commences à clore des cycles internes et à éviter que la culpabilité, l'auto-illusion ou l'autosatisfaction ne s'enracinent. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais d'éviter la dérive. L'entraînement nocturne est la dernière défense contre l'inconscience. Si tu ne corriges pas aujourd'hui, demain sera plus difficile. Ce que tu ne révises pas se répète. Cette habitude est inconfortable, car elle t'oblige à soutenir le regard sur ce qui est désagréable. Mais c'est ainsi que tu deviens maître de tes réponses, et non esclave de l'inertie. L'analyse quotidienne te donne la carte réelle de tes avancées et de tes fractures. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Tu peux tromper le monde, mais pas ta conscience quand tu éteins la lumière et que tout le superflu cède. La réflexion n'est pas une punition, c'est une autocorrection. Si tu n'oses pas vraiment voir ta journée, tu n'as pas non plus le droit de réclamer un demain différent. La répétition sans révision est la recette de la médiocrité. La croissance exige de l'inconfort. Peu importe à quel point tu es fatigué, 5 minutes d'honnêteté valent plus que 8 heures de repos inconscient. L'esprit se renforce quand il clôt la journée avec des questions inconfortables et des réponses réelles. L'excellence s'entraîne dans l'invisible, dans la révision silencieuse avant le sommeil. Ce que tu révises, tu peux le transformer. Ce que tu nies te gouverne. Fais de la clôture de la journée ton exercice le plus stratégique. L'esprit qui ose se voir sans masque est celui qui peut vraiment changer. 8. Choisis la simplicité. Rejette l'excès. J'ai du mal à l'admettre, mais j'ai construit une grande partie de ma vie sur le piège de l'excès. Je m'en rends compte chaque fois que j'ouvre un tiroir et que je trouve des objets que je n'utilise pas. Lorsque je consulte mon agenda et que je vois des rendez-vous que je ne souhaite même pas honorer. Lorsque je fais le tour dans ma tête des préoccupations qui ne m'appartiennent pas ou des attentes qui ne sont même pas les miennes. Il y a des jours où tout semble s'accumuler, engagements, souvenirs, opinions des autres, jusqu'à des sensations physiques comme la fatigue, l'inconfort dans les épaules, le léger bourdonnement de tant de tâches en attente. Le pire, c'est que souvent je sens que si je cesse d'accumuler, si je lâche quelque chose, je vais me retrouver vide, comme si ma valeur personnelle dépendait du nombre de choses que je porte sur moi. L'excès se déguise en abondance, mais c'est juste un poids silencieux qui déforme la clarté. L'esprit saturé fonctionne de la même manière qu'une pièce encombrée d'objets. Chaque stimulus supplémentaire, chaque obligation acceptée par peur ou pression sociale, chaque souvenir inutile que tu refuses de lâcher occupe de l'espace et de l'énergie. Tu commences la journée avec la tête pleine de choses à faire. Tu traverses la journée en passant d'une préoccupation à l'autre. Et tu termines épuisé sans savoir exactement ce qui était vraiment important. La culture te vend que plus c'est mieux. Plus d'options, plus d'expériences, plus de relations, plus d'informations.
plus de succès. Mais la réalité est que l'excès te rend maladroit, dispersé, incapable de distinguer l'essentiel de l'accessoire. La saturation n'est pas un symptôme de succès, c'est un signe que tu as perdu le contrôle de ton filtre mental. Le bien-être ne peut pas exister là où tout est surchargé. L'esprit a besoin d'espace pour retrouver sa force. S'observer de l'extérieur aide. La table pleine de papier, la boîte de réception qui ne se vide jamais, les conversations ouvertes que tu ne fermes jamais, les vêtements que tu ne portes pas mais que tu n'oses pas donner. Chaque objet, chaque engagement, chaque pensée est une décision non résolue. L'excès n'est pas seulement matériel, il est psychologique. Tu t'habitues à porter de vieilles culpabilités, à maintenir des relations qui ne font... Dans la vie réelle, le respect ne se demande pas, il s'impose par des actes, pas par des discours. Il y a des personnes qui poussent les limites des autres juste pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Si jamais tu as ressenti comment quelqu'un franchit cette ligne invisible et que tu restes paralysé, te justifiant ou cherchant à adoucir le coup, tu sais exactement de quoi je parle. Le problème n'est pas seulement ce que l'autre fait, mais ce que tu permets par ta réaction. Chaque fois que tu expliques trop, que tu te justifies face à un manque de respect, tu remets le contrôle de la situation entre les mains de l'autre et le message est clair. Ta dignité est en jeu. Tu ne peux pas négocier ta valeur. À ce moment-là, la seule chose qui sépare ton bien-être de la manipulation des autres est ta capacité à tracer une limite froide et définitive. Je n'accepte pas qu'on me parle ainsi. Cette phrase, prononcée sans trembler et suivie du silence, pèse plus que n'importe quel argument. Le silence n'est pas vide, c'est une barrière, un mécanisme de défense qui laisse clairement entendre que ton respect n'est pas une monnaie d'échange. La plupart des gens ne supportent pas le poids de ce silence, car ils dénudent leur stratégie et leur renvoient le miroir de leur propre comportement. Ici, il ne s'agit pas de plaire, ni de prouver que tu as raison. Il s'agit de protéger ton énergie comme si c'était une ressource limitée. Ainsi, chaque fois que tu choisis le silence plutôt que la réaction, tu entraînes ton caractère et enseignes, sans mots, comment on doit te traiter. Défendre ta paix n'est pas de l'arrogance, c'est de la discipline. Personne n'a un accès illimité à ta dignité. 1. Fixez la limite sans vous justifier. Si vous ne fixez pas la limite, tout le monde pense qu'il peut la pousser autant qu'il le souhaite. C'est aussi simple que cela. Les gens ne respectent pas ce que vous ne protégez pas. Et si vous attendez que le respect soit automatique, vous vivez dans une fantaisie enfantine. Arrêtez de chercher des raisons pour vous justifier devant ceux qui vous méprisent. Chaque fois que vous essayez d'expliquer pourquoi vous méritez du respect, vous vous rabaissez, vous vous abandonnez et vous leur donnez la clé pour franchir cette ligne encore et encore. Le respect de soi ne se négocie ni ne se discute. Il s'impose par des faits, pas par des discours doux, ni des supplications déguisées en arguments. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit de votre valeur. Pourquoi continuez-vous à agir comme si votre dignité était une question ouverte au débat? L'erreur la plus courante est de croire que vous devez justifier chaque limite, comme si l'autre personne avait droit à une explication, ou pire encore, à une seconde chance après vous avoir piétiné. Non. Une phrase suffit, ferme et contenue. Je n'accepte pas qu'on me parle ainsi. Vous la dites une seule fois, sans tremblement dans la voix, sans fioriture et surtout sans ajouter d'excuses ni de longues histoires qui affaiblissent votre position. Si on vous lance une grimace, un rire nerveux ou un commentaire sarcastique, restez dans le silence absolu. Ne nourrissez pas le cycle. Ne tombez pas dans le piège de nuancer votre limite pour que l'autre ne se sente pas mal à l'aise. Chaque mot supplémentaire est un recul, une invitation à tester jusqu'où ils peuvent vous pousser avant que vous ne craquiez. La vérité inconfortable est que celui qui franchit vos limites le fait parce qu'il a déjà vu que votre réaction est faible, prévisible ou complaisante. Si vous vous justifiez, vous devenez complice de votre propre épuisement émotionnel. Le silence, après avoir fixé la limite, est le véritable coup. Vous faites clairement comprendre qu'il n'y a pas d'espace pour négocier votre respect.
Le silence met mal à l'aise l'abuseur, l'oblige à se confronter à lui-même et lui montre que son pouvoir s'arrête là où commence votre fermeté. Ce n'est pas de l'orgueil vide, c'est de l'autocontrôle. Vous cessez de donner votre énergie émotionnelle à ceux qui ne l'ont pas méritée. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. Le respect que vous recherchez à l'extérieur naît de la limite que vous maintenez à l'intérieur. Si vous n'êtes pas capable de supporter l'inconfort de déranger, vous ne briserez jamais le schéma qui vous maintient piégé dans des relations malsaines. Vous n'avez pas à expliquer votre fatigue, votre colère ou votre désir qu'on vous parle bien. Celui qui ne le comprend pas en une seule phrase ne le comprendra pas même si vous lui écrivez un essai. C'est ainsi que l'on entraîne le muscle de la dignité. C'est ainsi que l'on coupe l'accès à votre paix intérieure. La limite ne se supplie pas, elle s'établit. N'expliquez pas votre respect, faites-le ressentir. 2. Parle clairement, puis garde le silence. Cela t'arrive au travail, en famille, dans la rue, ou même avec quelqu'un que tu considérais proche. Une phrase malveillante, un commentaire cinglant ou une attitude qui te laisse le cœur serré, comme si tu recevais une facture qui ne t'appartient pas. À ce moment-là, l'esprit commence à s'agiter, hésitant à répondre. Comment le faire si tu vas faire trop de bruit ou si tu es trop sensible? L'impulsion de clarifier, de te justifier ou d'adoucir ce que tu ressens se déclenche comme un réflexe appris après des années à vouloir maintenir l'harmonie à tout prix, même si cela implique de renoncer à ton propre bien-être. L'inconfort pèse, mais la peur du conflit se déguise en prudence et tu finis par te taire ou pire, à laisser le manque de respect s'installer comme quelque chose de tolérable. La clé est de briser ce cycle automatisé où ta réaction ne fait qu'alimenter le schéma de l'autre. Parler clairement, une seule fois, sans fioriture ni hésitation, est bien plus difficile qu'il n'y paraît. Non seulement par peur de la réaction de l'autre, mais aussi à cause de la bataille intérieure. Cette partie de toi qui veut éviter l'inconfort à tout prix, même si le prix est ta propre dignité. Dire « je n'accepte pas que tu me parles ainsi » n'est pas seulement une phrase, c'est une déclaration que la négociation est terminée. C'est là que commence le véritable défi, résister à la tentation de continuer à parler, de t'expliquer, de chercher à ce que l'autre comprenne ou accepte ta limite. Si tu le fais, tu jettes par-dessus bord le travail que tu as fait pour la poser. Garder le silence, après avoir parlé clairement, est un acte de maîtrise de soi, de respect réel envers toi-même, même si l'inconfort te ronge de l'intérieur. Le silence est inconfortable, car il te confronte à l'anxiété de ne pas savoir comment l'autre réagira, mais c'est justement ce malaise qui renforce ton caractère. C'est ici que se musclent les émotions, où tu apprends à tolérer le poids de la tension sans céder. Il ne s'agit pas d'être froid ou indifférent, mais d'assumer la responsabilité de protéger ton espace psychologique. Chaque fois que tu te justifies ou que tu expliques trop, tu perds du terrain. Chaque fois que tu gardes le silence après ta phrase, tu regagnes du pouvoir et tu enseignes à l'autre que ta dignité n'est pas à vendre. Ne confonds pas silence et soumission. Le silence, lorsqu'il suit une déclaration ferme, est la ligne à ne pas franchir. La réaction de l'autre ne te définit pas. Ta réponse, si. Parler clairement, garder le silence, c'est la structure qui transforme la dynamique. Le respect se construit dans l'espace où les autres comprennent qu'ils n'ont plus la permission de t'envahir. Personne ne peut discuter de ta valeur si tu ne la mets pas en jeu. La clarté et le silence sont tes meilleurs alliés. N'explique pas ce que tu as déjà clairement établi avec tes limites. Ta paix vaut plus que n'importe quelle approbation passagère. 3. N'explique pas ta décision à personne. Je te le confie, la plus grande partie de ma vie, j'ai ressenti une pression absurde à expliquer chacune de mes décisions, comme si le monde entier avait le droit d'auditer mes choix et de rendre un verdict. C'est un mécanisme si automatique que tu ne te rends même pas compte de quand cela a commencé. Tu sais juste que tu traverses la vie en portant une sorte d'obligation invisible de justifier chaque limite, chaque préférence, chaque non que tu dis.
Et le pire, c'est que ce besoin de t'expliquer vient bien souvent de la peur de passer pour quelqu'un d'égoïste, de froid ou d'insensible, alors qu'en réalité, tu essaies simplement de protéger ton espace. Mais voici le problème. Plus tu expliques, plus tu ouvres la porte à ce que les autres remettent en question ce que tu as déjà décidé. Tu deviens un otage de leurs opinions parce que tu leur donnes du matériel pour argumenter, pour négocier, pour te pousser là où cela les arrange. L'impulsion d'expliquer n'est pas innocente. C'est une stratégie inconsciente pour éviter de te sentir coupable, pour chercher l'approbation et surtout pour éviter cette brutalité d'inconfort qui apparaît quand quelqu'un est contrarié parce que tu as posé une limite. Il faut comprendre une bonne fois pour toutes que l'explication est, presque toujours, une faiblesse déguisée en courtoisie. Quand tu décides que ta limite est valable, mais que tu ressens le besoin de l'orner d'excuses, tu entres dans un cycle où ta décision dépend de la validation des autres. C'est comme si tu demandais la permission de te protéger. Combien de fois as-tu ressenti ce vide dans l'estomac juste après avoir donné une raison de trop? C'est le prix à payer. Chaque explication inutile est une fracture dans ton caractère, un signe que tu es encore attaché au désir d'être compris plutôt que respecté. Ici entre en jeu l'analyse froide. Si ta décision est cohérente avec tes valeurs, elle n'a pas besoin d'être expliquée. Celui qui exige des raisons derrière une limite claire ne cherche généralement pas de compréhension. Il cherche une faille pour affaiblir ta position. Ne pas expliquer ta décision n'est pas un manque d'empathie, c'est un filtre contre les manipulations. Si quelqu'un se sent mal à l'aise parce que tu ne justifies pas ta limite, cet inconfort appartient à l'autre, pas à toi. Le respect ne se négocie pas autour d'une table de débat, il se maintient dans la pratique quotidienne. Chaque fois que tu te tais après avoir posé une limite, tu entraînes le muscle de l'autonomie. Décider de ne pas expliquer est un acte de maturité émotionnelle. Tu n'as pas besoin de convaincre pour te tenir debout. La dignité n'a pas de note de bas de page. C'est la ligne emblématique. Ta décision ne nécessite ni permission, ni applaudissement. La seule explication dont tu as besoin est celle que tu te donnes à toi-même, et cela suffit. La véritable liberté émotionnelle commence quand tu cesses de justifier ce que tu as déjà décidé de protéger. 4. Le silence renforce ta position. Une porte en acier se ferme d'un seul mouvement, net et définitif. Pas besoin de grincer ni de craquer. Il suffit de ce bruit sourd et l'image est claire. Celui qui est dehors n'entre plus et celui qui est dedans décide de l'accès. C'est ainsi que fonctionne le silence lorsque tu marques ta limite. Ce n'est pas un vide inconfortable, c'est une barrière physique, palpable, qui coupe la conversation à la racine et laisse flotter le message. Jusqu'ici. Observe la scène. Après ta phrase brève et ferme, l'air devient dense, les gestes se figent, les mains se déplacent à la recherche de justification dans l'air. Mais tu maintiens le regard fixe, le corps droit, la bouche fermée avec une détermination qui se ressent dans les épaules tendues et la mâchoire serrée. Le silence n'est pas passivité, c'est une présence active. C'est la décision, visible dans chaque muscle, de ne pas offrir une parole de plus. La réaction de l'autre, en général, est d'essayer de reprendre le contrôle avec des gestes nerveux ou des phrases courtes qui cherchent à ouvrir une fissure dans ta fermeté. Il se peut qu'il élève la voix, s'agite, cherche ton regard en espérant une explication, une porte entrebâillée pour se glisser à nouveau dans ton espace. Mais il ne la trouve pas. Le silence pèse comme une dalle, et dans ce poids, l'autre commence à sentir la véritable portée de ta limite. Rien n'est plus inconfortable pour celui qui est habitué à pousser que de se heurter à un mur qui ne répond pas. Celui qui abuse, celui qui manipule, dépend de ta réaction. Lorsque le silence s'installe, la tension se déplace sur ses épaules, pas sur les tiennes. Le pouvoir change de main sans que tu aies à t'efforcer de crier, de discuter ou de convaincre. C'est ici que beaucoup de gens échouent. Ils se sentent responsables d'alléger l'inconfort, de remplir l'espace avec des explications ou des phrases conciliantes. Mais chaque fois que tu cèdes et parles, tu perds du terrain.
Le silence est ta déclaration la plus percutante. Il n'y a pas d'argument qui le surpasse, ni de justification qui l'affaiblisse. Celui qui ne répond pas commande. C'est la loi non écrite des dynamiques humaines. Parfois, l'absence de réponse est le message le plus clair. L'autre apprend qu'il ne peut plus négocier avec toi, que ta dignité n'est pas en jeu et que son opinion n'a pas d'accès direct à ta paix intérieure. Dans la vie réelle, cela se traduit par des gestes concrets. Tu ne baisses pas les yeux, tu ne te recroquevilles pas, tu ne bouges pas de ta place. Tu respires profondément et tu laisses le silence faire son travail. Tu peux remarquer comment l'autre personne s'inquiète, se tortille, cherche une réaction et ne l'obtient pas. C'est à ce moment-là que ta position se renforce, non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu refuses de dire. Le silence est un mur invisible. Seul celui qui a appris à soutenir cette tension sait combien c'est difficile et libérateur. Ne pas répondre, c'est aussi répondre. C'est la formule. Si tu veux que tes limites soient respectées, apprends à laisser le silence parler pour toi. 5. Ne réagis pas aux provocations vides. Tout ce qui t'est lancé ne mérite pas de réponse. C'est aussi brutal que ça. La règle que personne ne veut accepter. La plupart réagissent par réflexe, comme si chaque provocation était une obligation, comme si tu étais attaché à une corde invisible que l'autre peut tirer quand il le veut. Te rends-tu compte de la facilité avec laquelle il te manipule quand tu entres dans ce jeu? Chaque fois que tu sautes devant une provocation vide, tu remets le contrôle de tes émotions entre leurs mains et tu te rabais au niveau de celui qui cherche à te faire perdre ton calme. C'est le piège. Ils te tentent avec des phrases conçues pour te mettre hors de toi, pour que tu te justifies, pour que tu montres de la faiblesse et que tu commences à danser au rythme de leurs insécurités. Ils le font parce qu'ils savent que, si tu réagis, ils ont déjà gagné. Tu n'as pas besoin d'entrer dans chaque discussion ni de prouver que tu as raison devant ceux qui ne méritent même pas ton explication. Celui qui cherche à te provoquer ne veut pas de dialogue, il veut du spectacle. Ne lui donne pas le plaisir de te voir perdre le contrôle. La réaction automatique est l'ennemi. Celui qui te provoque veut te voir exploser, il veut t'entraîner à son niveau et voir comment tu t'épuises. Si tu tombes dans le piège, tu lui confirmes qu'il a du pouvoir sur toi. C'est ici que le muscle de la tempérance s'entraîne vraiment. Ne réagis pas. Laisse les mots passer comme un vent froid. Qu'ils s'épuisent seuls en attendant une réponse qui ne viendra jamais. S'ils exigent que tu répondes, s'ils t'accusent d'être distant, indifférent ou faible pour ne pas combattre leur bataille, souris intérieurement. Seul celui qui n'a pas de contrôle sur lui-même a besoin de combattre chaque provocation. Celui qui réagit perd. C'est la sentence. Si tu cherches le respect, tu ne le trouveras pas dans l'arène de celui qui te provoque, mais dans la solidité de celui qui n'a pas besoin de se défendre contre des attaques vides. Ne confonds pas le silence avec la lâcheté. C'est la réponse mature face à des jeux d'enfants. Celui qui veut te provoquer ne mérite ni ton énergie, ni ton temps. Si tu réponds, tu t'enlises dans la boue. Si tu te tais, tu montres que son opinion ne pèse même pas un gramme dans ta balance. Le respect de soi se voit dans la capacité à choisir ses batailles, non dans l'urgence de prouver quelque chose à celui qui ne le mérite pas. Tu n'es pas une marionnette des émotions des autres. Si tu n'apprends pas à laisser passer la provocation, tu vivras tourmenté par l'opinion et le poison de ceux qui cherchent seulement à t'entraîner vers leur propre vide. La provocation est un hameçon, ne mords pas. Choisis ta paix avant ton ego. La réaction est un luxe que tu ne peux te permettre que lorsqu'elle est vraiment nécessaire. Le reste est un épuisement inutile. Celui qui ne réagit pas commande. 6. Protège ton énergie de la manipulation. La manipulation n'existe pas si tu ne donnes pas ton énergie. C'est aussi simple que brutal. Aucun manipulateur n'a de pouvoir réel sur toi tant que tu ne lui permets pas d'entrer dans ton espace mental, tant que tu ne lui cèdes pas ton attention, ta réaction, ton besoin d'approbation. Le véritable piège ne réside pas dans ce qu'on te dit, mais dans ce que tu fais
avec cela dans ta tête. L'épuisement commence lorsque tu ressens l'obligation de répondre, de corriger la distorsion, de te défendre contre des jugements qui ne te concernent même pas. C'est le mécanisme caché. Tu deviens le gardien de l'opinion des autres et négliges la vigilance sur tes propres états internes. Le résultat est une fuite lente d'énergie, une dette émotionnelle qui s'accumule pendant que tu essaies de rester à flot au milieu de dynamiques qui ne t'ont jamais bénéficié. Lorsque quelqu'un cherche à te manipuler, il ne vient pas discuter d'idées, il vient tester les limites de ce que tu es prêt à tolérer et mesurer ton besoin d'être accepté. Si tu entres dans ce jeu, tu perds 2 fois. D'abord, parce que tu t'épuises dans une bataille que tu ne peux pas gagner. Ensuite, parce que tu renforces l'idée que ta valeur dépend de la réaction que tu génères chez l'autre. La peur de mal paraître, d'être vu comme dur ou distant, te fait baisser la garde et offrir des explications, alors qu'en réalité, tu devrais renforcer le filtre qui protège ton énergie. La manipulation ne commence jamais à l'extérieur. Elle surgit toujours de la fracture interne qui te pousse à mettre la validation des autres au-dessus de ta tranquillité. Il suffit que quelqu'un insinue que tu es égoïste, froid ou peu compréhensif, et immédiatement, tu actives le mécanisme de défense. Tu expliques, tu justifies, tu adoucis ta position même si cela implique de te trahir. Le véritable travail consiste à identifier ce reflet, cet élan automatique de vouloir prouver que tu es une bonne personne, même devant ceux qui n'ont pas d'intérêt réel à te comprendre. L'énergie émotionnelle n'est pas illimitée. Chaque fois que tu la donnes dans des scénarios de manipulation, il te reste moins pour ce qui compte vraiment. Tes projets, tes relations saines, ta paix mentale. Il faut apprendre à supporter l'inconfort de ne pas plaire, de laisser l'autre se sentir mal à l'aise avec ta limite, d'accepter que tout le monde ne va pas te comprendre ni t'approuver. Tout ne mérite pas de réponse, ni ton énergie n'est d'accès libre. C'est le mot d'ordre. La protection de ton énergie commence au moment où tu choisis dans quelle bataille tu investis ton temps et ton attention. Laisser passer la provocation. Ne pas te laisser entraîner par le chantage émotionnel et rester ferme dans ta décision, même si on t'accuse d'être insensible, est un signe de maturité et non de froideur. L'autocontrôle s'entraîne chaque fois que tu priorises ton bien-être sur la compulsion d'expliquer ou de convaincre. Si tu veux que tes limites soient respectées, tu dois commencer par respecter toi-même la valeur de ton énergie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité émotionnelle. Celui qui prend soin de lui envoie le message le plus clair. Mon énergie n'est pas une monnaie d'échange. Protège-toi d'abord. Ensuite, le monde comprend comment te traiter. 7. Le calme désarme le manque de respect. Tu es dans la file d'attente de la banque, un matin comme les autres, et quelqu'un derrière toi élève la voix de manière inutile, lançant un commentaire sarcastique sur la lenteur du service, s'adressant à toi comme si tu étais responsable du rythme du monde. L'inconfort est presque physique. Tu sens la pression dans la nuque, l'envie de répondre, de te défendre ou de rendre le sarcasme. Mais c'est ici que la mécanique interne des interactions humaines entre en jeu. Celui qui perd son calme perd le contrôle de la situation. La plupart tombent dans le piège de réagir, d'élever le ton ou de s'expliquer, comme si le respect dépendait d'un échange de mots ou d'une défense immédiate. Ce que presque personne ne voit, c'est que la véritable force réside dans le fait de maintenir son calme, car le calme n'est pas de la passivité. C'est un choix conscient qui change la structure du pouvoir dans la dynamique. Quand quelqu'un cherche à te provoquer, son attente est que tu entres dans le jeu, que tu répondes au même niveau et que tu t'épuises émotionnellement. Mais si tu restes ferme, sans élever la voix ni te justifier, l'autre se retrouve exposé face à son propre manque de contrôle. Le calme désarme car il annule la réaction qui alimente le cycle du manque de respect. Il n'a pas besoin d'explication, ne cherche pas de vengeance. Il définit simplement une frontière mentale. Ici, tu n'entres pas. L'effort réel réside dans le maintien de cet état intérieur, car l'esprit veut sauter, veut se défendre, veut régler des comptes.
Mais si tu t'observes une seconde avant de parler, si tu choisis le calme comme posture, tu coupes l'accès à ton énergie et laisses l'autre porter l'inconfort qu'il a voulu te provoquer. Le respect de soi se perçoit dans l'assurance. Le manque de réaction est le signe le plus clair que personne ne peut te traîner sur son terrain si tu ne le permets pas. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est la plus grande expression d'un autocontrôle stratégique. Il te permet d'analyser la situation, de voir les mécanismes qui opèrent et de décider où investir ton énergie. Celui qui répond avec sérénité laisse l'autre sans armes, car il n'y a rien de plus frustrant pour celui qui cherche à te blesser que de se retrouver face à un mur impassible. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une autorité intérieure. Ici se voit le véritable entraînement émotionnel. Tu ne permets pas qu'on te vole ton centre, tu ne laisses pas l'environnement décider de ta réaction. Le calme, soutenu sous pression, transforme l'interaction. Il rend obsolète la provocation et redirige le poids du moment vers celui qui a tenté de te déstabiliser. Ainsi, tu transformes chaque attaque en un rappel que le contrôle demeure là où tu décides. Le calme désarme l'irrespectueux car il l'affronte à son propre vide et te rend le contrôle de ton énergie. Il n'y a pas de respect sans autocontrôle. C'est la ligne invisible qui définit qui commande dans chaque interaction. 8. Ton respect n'est pas négociable. Parfois, je me surprends à repasser en silence des conversations qui n'ont même pas eu lieu, à répéter des réponses, à mesurer le ton, à imaginer l'expression de l'autre personne, comme si mon respect était mis à l'épreuve à chaque phrase que je prononce. Il y a une lourdeur dans la poitrine, une tension qui te pousse à serrer les mains ou à bouger les pieds sous la table, tandis que ton esprit calcule le risque de déranger quelqu'un en défendant ton espace. Tu sens comment le corps réagit, le regard se durcit, la mâchoire se contracte, et pourtant la voix intérieure hésite, se demandant si tu ne vas pas trop loin. Dans ces secondes, le temps semble s'étirer, et le simple fait de soutenir le regard sans baisser la tête devient un petit défi physique. Il y a une sorte de poids invisible, comme si chaque limite que tu poses coûtait de l'énergie vitale. Mais tu sais que céder serait encore plus coûteux. C'est ainsi que dans la réalité, on ressent le moment où tu décides que ton respect n'est pas négociable. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des gestes simples mais chargés d'intention. Une réunion de travail où quelqu'un essaie de minimiser tes idées avec une blague blessante, le silence qui s'installe après ta phrase ferme, les regards échangés et le léger tremblement dans les mains de celui qui s'attendait à te voir reculer. Ces secondes sont décisives. La tentation d'adoucir ta position, de rire pour alléger l'atmosphère ou d'ajouter une explication frappe fort. Mais tu tiens bon. Tu sens comment l'énergie change de place. L'autre, habitué à ce que tu cèdes, se retrouve maintenant face à un mur qu'il n'attendait pas. L'atmosphère se refroidit. Les mots flottent dans l'air sans trouver où atterrir. C'est le coup exact de ne pas négocier ton respect. Soutenir l'inconfort, résister à l'envie de le remplir d'excuses et laisser la limite devenir un fait concret. Celui qui n'a jamais entraîné ce muscle confond fermeté et dureté. Mais la réalité est que protéger ton respect ne te rend pas cruel, cela te rend clair. Chaque fois que tu choisis de ne pas négocier, le corps apprend, l'esprit se renforce et ta présence devient plus solide. Il ne s'agit pas de hausser la voix ni de s'imposer par la force. Il suffit de maintenir la phrase et le silence, même si les battements de cœur résonnent dans les oreilles. Voici la scène. Un échange de regards, une posture droite, l'air lourd d'une décision qui ne s'explique ni ne se discute. Le respect ne se mendie jamais. C'est un filtre. Ceux qui le comprennent restent, ceux qui ne le comprennent pas s'auto-excluent. Quand ta limite est inébranlable, le message est simple. Tu en es là, et il n'y a pas d'invitation à franchir. Apprendre à supporter le poids de cette décision est ce qui, peu à peu, te libère du besoin de plaire ou de convaincre. Celui qui ne négocie pas son respect ne perd jamais. C'est ici que se joue ton autonomie réelle. 9.
Enseigne aux autres comment te traiter. La façon dont tu permets qu'on te parle, qu'on te regarde, qu'on te traite est comme un manuel d'instruction que tu remets, même si tu ne t'en rends pas compte, depuis le premier geste jusqu'au dernier mot. Ce n'est pas un mystère. Chaque fois que tu avales un mépris et que tu souris, chaque fois que tu minimises un manque de respect avec une blague ou que tu fais semblant que tout va bien pour ne pas déranger, tu écris en grand. Ça va, tu peux recommencer. Ne te laisse pas tromper.